Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une étudiante épouse un vieil homme pour son argent. Sans imaginer ce qui allait se passer. Madison Carter avait 24 ans. Belle, vive, audacieuse. Mais ce que l'on ne voyait pas derrière son regard assuré et son allure élégante, c'était l'enfance faite de privations, d'hivers sans chauffage, de repas sautés pour laisser à sa mère les dernières boîtes de conserve. Elle était née dans les quartiers populaires de Milwaukee, là où les rêves se coincent souvent entre les factures impayées et les sirènes de police la nuit. Sa mère, Teresa Carter, avait été serveuse toute sa vie dans un vieux dîner à l'entrée de la ville. Une femme droite, usée par les années, au sourire fatigué mais à l'âme tenace. Elle avait tout donné pour sa fille, ses week-ends, sa santé, sa jeunesse. Chaque centime économisé servait à payer les manuels de Madison, ses vêtements pour les entretiens, ou ses billets de bus pour Chicago. Elle ne se plaignait jamais. Mais Madison l'entendait parfois pleurer en cachette dans la cuisine. Quant à son père, elle ne connaissait que son prénom, David. Un fantôme. Parti avant même qu'elle prononce ses premiers mots. Elle ne nourrissait ni haine ni tristesse à son sujet. Juste un vide glacial qu'elle avait depuis longtemps comblé par une volonté de faire. Très tôt, Madison avait compris que personne ne viendrait la sauver. Pas de prince charmant. Pas de miracle. Seulement elle, sa détermination, et son intelligence. À l'université de Chicago, elle brillait. Non pas par passion pour le droit, mais parce qu'elle savait que ce monde-là, celui des avocats, des juges, des puissants, pouvait être une passerelle vers autre chose. Vers une vie où elle n'aurait plus jamais à choisir entre payer son loyer ou manger. Le jour, elle suivait les cours de droit constitutionnel et de finances publiques. Le soir, elle travaillait à l'accueil d'un cabinet médical chic du centre-ville. Et les nuits, parfois, elle se connectait à des plateformes de rencontres sélectives. Là, elle endossait un autre rôle. Plus sophistiqué. Plus calculé. Ce n'était pas de la prostitution, non. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. C'était des « relations mutuellement avantageuses », comme le disaient les profils. Dîners élégants, week-ends dans des hôtels luxueux, quelques enveloppes discrètes. Elle y croisait des hommes d'affaires divorcés, des politiciens fatigués, des financiers cyniques. Tous séduits par sa beauté, mais plus encore par son esprit aiguisé. Madison savait jouer avec les mots, écouter, se taire au bon moment, rire juste assez. Elle ne cherchait pas l'amour. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Elle cherchait un levier. Une ouverture. Une faille dans le système. Et c'est sur l'un de ces sites haut de gamme, une plateforme réservée aux millionnaires et aux femmes triées sur le volet, qu'elle découvrit le profil de William Bradford. 76 ans. Ancien magnate de l'immobilier new-yorkais. Veuf depuis 5 ans. 3 enfants adultes vivant à l'étranger. Une fortune estimée à plus de 800 millions de dollars. Des résidences à Manhattan, Palm Beach, Léanton, Paris. Sur la photo de son profil, William portait un costume gris sur mesure. Il était assis dans une bibliothèque ancienne, les mains croisées, le regard perçant. Un homme de pouvoir. Mais aussi un homme, seul. Ça se voyait dans les yeux. Cette solitude discrète, voilée d'élégance. Celle des vieux lions fatigués qui n'ont plus personne à qui transmettre leur royaume. Madison resta de longues minutes à fixer son profil. Il n'avait pas écrit grand-chose. Juste une phrase. Je ne cherche pas une distraction. Je cherche une héritière d'esprit. Cette phrase la troubla. Elle n'était pas romantique, mais William éveilla sa curiosité. Il dégageait quelque chose de différent. Moins de vulgarité, plus de silence. Elle sentit qu'il ne serait pas facile à séduire. Et justement, c'était ce qui l'attira. Madison n'hésita pas. Elle lui écrivit un message, simple, raffiné, direct. Vous cherchez une héritière d'esprit. Peut-être suis-je la seule chose que vous n'avez jamais possédée, une volonté plus forte que la vôtre. Le message partit. Un jeu venait de commencer. Elle ne savait pas encore à quel point il allait la transformer. Le premier rendez-vous eut lieu dans un salon privé de l'hôtel The Mark,
au cœur de Manhattan. Un lieu discret mais somptueux, où les dorures ne criaient pas leur richesse mais la murmuraient avec une élégance maîtrisée. Madison était arrivée en avance, comme toujours. Elle portait une robe noire fendue, simple en apparence, mais taillée sur mesure pour sublimer ses courbes sans tomber dans la vulgarité. Ses cheveux, soigneusement relevés, laissaient apparaître une nuque tendue, comme une invitation silencieuse au mystère. Son parfum, subtil, flottait dans l'air comme une promesse. Elle s'était préparée comme on prépare une stratégie, chaque boucle d'oreille, chaque intonation, chaque silence était calculé. William entra à 20h02. Ponctuel, mais pas obsessionnellement. Il était vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement ajusté. Sa démarche était lente, mesurée, presque cérémoniale. Lorsqu'il lui tendit la main, Madison remarqua immédiatement sa poigne, ferme, mais sans agressivité. Comme celle d'un homme qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le dîner commença. William se montra charmant, mais d'une retenue presque inquiétante. Il ne faisait aucun compliment gratuit. Il parlait peu de lui, esquivait les questions personnelles d'un simple sourire ou d'une pirouette verbale. En revanche, il posait des questions à Madison. Beaucoup. Mais pas les questions habituelles. À quel âge as-tu cessé de croire au hasard? Quel est ton plus grand talent caché? Si tu pouvais effacer une personne de ta vie, qui serait-ce? Ces questions déroutaient Madison. Et la stimulaient. Elle y voyait une forme de jeu mental, une manière de tester sa réactivité. Elle répondit toujours avec justesse, une pincée d'émotion, une touche d'humour, un soupçon de mystère. Elle se rendait accessible, mais jamais vulnérable. Douce, mais jamais soumise. Chaque réponse était une clé offerte, mais une clé qui ne menait pas à la porte qu'on croyait. William écoutait avec une intensité glaciale. Il ne souriait pas souvent, mais lorsqu'il le faisait, c'était avec les yeux. Ils se revirent. Et encore. Dîner privé à Manhattan. Concert de jazz à Chicago. Balade dans Central Park, toujours tôt le matin, quand la ville dort encore. Et puis, petit à petit, les voyages, un week-end dans une villa à Naples, une croisière privée sur le lac de Côme, un séjour dans un riad secret à Marrakech. Chaque déplacement devenait un chapitre d'un roman qu'il semblait écrire à deux, chacun dans sa langue. William lui offrit des bijoux, pas ceux que l'on expose, mais ceux qu'on garde dans un coffre. Des pièces d'art. Il lui fit livrer une voiture électrique haut de gamme à son appartement de Chicago, accompagnée d'un mot. Le pouvoir commence par le silence. Le luxe aussi. Madison jouait son rôle avec une finesse redoutable. Elle n'était jamais trop présente. Elle ne demandait rien. Elle remerciait toujours, mais avec une lueur dans le regard qui disait « Tu ne m'achètes pas. Tu m'investis ». Elle devenait ce qu'il voulait voir, une femme capable de comprendre les codes de son monde, sans les subir. Une pièce rare. Elle devenait ce qu'il voulait voir, une femme capable de comprendre les codes de son monde, sans les subir. Une pièce rare. Mais William restait insaisissable. Madison, pour la première fois, douta. Était-ce lui le jeu? Ou elle? Avait-elle encore le contrôle? Ou bien jouait-elle sur un échiquier où toutes les cases avaient déjà été prévues à l'avance? Le manège dura 6 mois. 6 mois d'élégance maîtrisée, de conversations aiguisées, de silences éloquents. Puis, un soir d'hiver, dans sa résidence secondaire du Vermont, un domaine de pierre et de bois posé au sommet d'une colline blanche, où le silence de la neige semblait étouffer le monde entier, William changea le ton. La pièce était chaude, éclairée par les flammes d'un immense feu de cheminée. Madison portait un pull de laine blanc, ses jambes croisées sur un fauteuil en cuir. Elle semblait détendue. Lui s'approcha lentement, une coupe de vin à la main. Il s'assit, la regarda longuement, puis sortit une petite boîte noire de la poche intérieure de sa veste. Il la posa entre eux. Ne l'ouvrit pas. Ne se leva pas. Ne s'agenouilla pas. Je suis vieux, Madison. Tu le sais. Je pourrais acheter, comme beaucoup l'ont fait avant moi. Mais je préfère parier. Je te propose un nom, une vie, un empire. Pas un conte de fées. Pas une garantie. Juste une promesse, celle d'un pouvoir partagé.
Pas de « veux-tu m'épouser ?» Pas de romantisme à l'américaine. Juste un contrat. Une proposition entre deux esprits affûtés. Et Madison, sans un battement de cils, posa sa main sur la boîte, la regarda fixement et répondit. J'accepte. Le mariage fut annoncé dans la presse spécialisée. Le magnate William Bradford, 76 ans, épouse une brillante étudiante en droit. Le reste du monde se divisa, moquerie dans les salons feutrés, indignation chez les enfants Bradford, murmures dans les clubs d'investisseurs. Une gamine qui sent encore le café de l'université. Il est devenu sénile. Elle veut sa peau. Et son testament. Mais William ne réagissait jamais. Il laissait dire. Il observait. Il semblait tout prévoir, comme s'il avait déjà lu le dernier chapitre du livre. Le mariage eut lieu un mois plus tard, dans une villa somptueuse de Palm Beach. Un lieu baigné de soleil, de marbre italien, de musique classique. Les invités étaient triés sur le volet, PDG, diplomates, banquiers, mécènes, quelques visages hollywoodiens discrets. Madison descendit les escaliers en marbre vêtue d'une robe Dior blanche, cousue pour elle en France. À son cou, un collier de perles grises d'une pureté presque mythologique. Elle avançait lentement, comme dans un rêve qu'elle avait écrit depuis l'enfance. Chaque regard se posait sur elle. Elle souriait intérieurement. Elle l'avait fait. Devant l'autel, William l'attendait, droit, silencieux. Et dans les applaudissements feutrés, dans les flashs des photographes, dans les verres de champagne qui s'entrechoquaient, personne ne vit le regard que William posa sur elle. Un regard trop calme. Un regard d'homme qui n'offre jamais rien sans raison. Un regard de joueur. La nuit de noces ne fut ni passionnée, ni romantique. Elle fut administrative. Après la réception, alors que les derniers invités quittaient la villa de Palm Beach, que les bougies s'éteignaient une à une et que le silence retombait sur les jardins trop bien taillés, William proposa à Madison de monter dans le bureau de l'étage. Il était près de minuit. Elle, encore en robe blanche, le suivit sans hésitation, l'esprit ivre de champagne, de musique, et surtout d'illusions. Le bureau était vaste, décoré d'acajou et de cuir. Sur le bureau, une pile de documents l'attendait, soigneusement rangés dans une pochette à rabat. Ce sont juste quelques formalités, dit-il d'un ton calme. La gestion des biens communs. Des clauses de protection patrimoniale. La succession. Et aussi quelques ajustements concernant la fondation. Rien de sorcier. Il parlait doucement, presque comme un avocat bienveillant. Madison, dans sa tête, souriait. Elle se sentait déjà propriétaire de tout ce que ces papiers représentaient. Elle tenait un stylo en or entre ses doigts, un mainte blank gravé de ses initiales, que William venait de lui offrir. Elle signa. Une à une. Sans lire les détails. Pourquoi s'en soucier? N'était-il pas à elle, ce vieil homme? Son nom, sa fortune, son empire? Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que chaque signature scellait non pas son ascension, mais sa mise en cage. Les premiers jours après le mariage furent paisibles. Madison s'attendait à un tourbillon de luxe, comptes conjoints, shopping dans les boutiques les plus exclusives, dîner avec des milliardaires, un pantouse à New York entièrement à sa disposition. Mais rien ne se passa comme prévu. William restait distant, presque froid. Il ne lui parlait pas d'avenir conjugal, ni de leurs projets communs. Au lieu de cela, il changea de ton. « Tu veux mon nom, Madison? Alors apprends ce que ce nom représente. » Dès le lendemain, il l'emmena dans un hôpital militaire du Bronx. Elle y rencontra des vétérans amputés, des hommes brisés qui luttaient pour retrouver une dignité que le monde leur avait arrachée. William ne disait rien, il l'observait. Quand elle tenta de poser des questions, il répondit simplement. « Écoute. Ne parle pas. » La semaine suivante, ils volèrent jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour visiter un orphelinat qu'ils finançaient depuis 20 ans. Des enfants abandonnés, malades, certains n'avaient même pas de certificat de naissance. Là encore, Madison resta debout, silencieuse, désarmée. Puis vinrent les conférences. Justice climatique à Seattle. Droit des prisonniers à Atlanta. Santé mentale chez les sans-abri à San Francisco. William l'inscrivait à des panels.
Il exigeait qu'elle lise des rapports, qu'elle parle au directeur d'association, qu'elle rédige des discours. Il la plaçait en première ligne de causes qu'elle ne comprenait pas encore. À chaque retour, Madison espérait un moment d'intimité, un signe d'affection, un début de récompense. Mais William se contentait de la remercier d'un hochement de tête. Tu t'en sors mieux que prévu. Mais ce n'est que le début. Elle tenta plusieurs fois d'aborder le sujet de leur argent, de leur avenir, des comptes bancaires. Il l'écoutait sans réagir. Puis, un jour, dans leur résidence des Hamptons, elle osa lui demander. « Pourquoi ne puis-je pas accéder aux comptes familiaux ? Je suis ta femme, William. » Il ferma le livre qu'il lisait, leva les yeux, et dit. « Tu ne gères pas ce que tu ne comprends pas. » « Pas encore. » Puis il ajouta. « Le monde n'a pas besoin d'une autre épouse trophée. Le monde a besoin d'une femme debout. » À cet instant, Madison comprit qu'elle ne contrôlait rien. Tout ce qu'elle avait imaginé, les cartes de crédit illimitées, les jets privés à volonté, les vacances sans fin, s'éloignaient comme un mirage. À la place, elle recevait des convocations, des responsabilités, des dossiers à lire. Aucun diamant. Aucun compte en Suisse. Seulement des missions. William ne la formait pas à être son héritière. Il l'entraînait, sans qu'elle ne le sache, à devenir son prolongement moral ou son échec. Mais Madison, bien qu'irritée, ne céda pas. Elle décida de jouer le jeu encore un peu. Elle se disait qu'il finirait par baisser la garde. Qu'après l'épreuve viendrait la récompense. Elle avait tort. Ce matin-là, tout était trop calme. Madison se réveilla dans le manoir des Hamptons, une demeure immaculée aux baies vitrées ouvertes sur un jardin parfaitement entretenu. Le soleil perçait à travers les rideaux de lin beige, caressant les draps froissés de son lit vide. Elle tendit le bras, William n'était pas là. Rien d'anormal jusque-là, il aimait se lever tôt. Mais cette fois, quelque chose clochait. Pas de pas dans le couloir. Pas de murmure au téléphone dans la bibliothèque. Pas de parfum de café filtré qui montait de la cuisine. Juste un silence profond, presque artificiel. Oppressant. Madison enfila un peignoir de soie et descendit les escaliers, le cœur un peu plus serré à chaque marche. Elle fit le tour du rez-de-chaussée, rien. Personne. Le personnel n'était pas là non plus. Ce jour-là, tout avait été annulé. Même la gouvernante, pourtant ponctuelle depuis 20 ans, avait reçu des instructions de congé. C'est alors qu'elle la vit, une enveloppe, posée au centre de la table de la salle à manger. Noire. Épaisse. Sans nom inscrit dessus. Avec des gestes de plus en plus fébriles, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite, d'une écriture parfaitement droite, méticuleuse. Et un second document, plus épais, agrafé, une copie de ce qu'elle avait signé, sans lire, dans l'euphorie de la nuit de noces. Elle s'assit, son corps soudain vidé d'énergie, comme si elle comprenait instinctivement que ce moment allait changer toute sa vie. La lettre disait. Madison, tu pensais m'avoir piégé. Tu as vu en moi un vieil homme vulnérable, facile à manipuler. Mais tu t'es trompé. Je ne suis pas un homme d'affaires fatigué. Je suis un homme qui a passé sa vie à observer le monde, à en voir la laideur, mais aussi la beauté cachée dans les coins que personne ne regarde. Tout ce que tu as signé cette nuit-là t'engage. Tu l'as fait sans lire, comme tant d'autres signent des contrats avec la vie sans en comprendre les conséquences. Tu as légalement transféré tous mes biens, propriétés, comptes, actions, œuvres d'art à une fondation à but non lucratif, que j'ai créée en ton nom, la Madison Carter Human Dignity Foundation. Tu en es la présidente. Tu peux tout gérer. Mais tu ne peux rien prendre. Chaque dollar sera dédié à ceux que tu ne regardais jamais, les enfants des rues, les femmes battues, les anciens soldats oubliés, les mères célibataires écrasées par le système, les sans-abri invisibles. Je suis partie. Libre. Sans fortune. Mais l'âme tranquille. Tu disais vouloir être quelqu'un. Alors deviens-le. Pas en héritant. En construisant. W. Madison sentit le monde basculer autour d'elle. Elle relut la lettre. Puis encore. Et encore. À chaque lecture, l'encre semblait plus acide.
Son visage se vida de toutes couleurs. Elle sentit le sol s'effriter sous ses pieds. Plus de William. Plus de manoir. Plus de luxe. Plus rien. Rien, sauf la fondation. Une entité juridique parfaitement en règle. Immatriculée. Structurée. Dotée d'un capital colossal. Des dizaines de millions. Mais avec un statut inviolable, aucun fonds ne pouvait être utilisé pour le bénéfice personnel de la présidente ou des membres du conseil. Un chef-d'œuvre légal. Un piège parfait. Elle passa la journée à errer dans la maison vide, relisant les documents, appelant le téléphone de William en vain. Son numéro avait été désactivé. Son cabinet d'avocat n'avait aucune nouvelle de lui. Même ses enfants, qu'elle n'avait jamais rencontrés, avaient quitté le pays depuis des mois. William avait disparu du monde. Pendant les jours qui suivirent, Madison fut comme en état second. Elle fit venir un avocat privé pour vérifier les documents. Il confirma, tout était légal, irrévocable, scellé par les meilleures équipes juridiques du pays. Son nom était partout, fondatrice, présidente, visage public d'un empire caritatif. Mais cet empire n'était pas fait pour elle. Elle tenta de vendre un tableau de leur collection? Impossible, la galerie appartenait désormais à la fondation. Elle essaya de retirer de l'argent? Refusé, les comptes étaient protégés par un conseil indépendant, avec un droit de regard sur chaque dépense. Elle voulait accéder à leurs anciennes résidences? Toutes transférées à la fondation. Elle ne possédait rien. Mais aux yeux du monde, elle était à la tête d'une immense structure philanthropique. Des journalistes voulaient l'interviewer. Des ONG lui écrivaient. Des survivants de guerre, des femmes réfugiées, des familles dévastées par les violences policières, toutes lui adressaient des lettres de gratitude. Madison comprit alors la cruauté du piège. William l'avait rendue responsable de quelque chose de grand. Pas pour l'élever. Pour la révéler. Ou l'écraser. Elle avait voulu hériter d'une fortune. Elle avait hérité d'un combat. Et le plus terrible? C'est que maintenant, elle ne pouvait plus fuir. Son nom était attaché à une mission qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle devait désormais porter. Parce que tout le monde la regardait. Parce que le monde attendait d'elle autre chose que des diamants et des robes de soirée. Et pour la première fois depuis très longtemps, Madison ne savait plus qui elle était. Les premières semaines après la disparition de William furent un enfer. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une voracité implacable. La presse à scandale titrait. Une jeune épouse manipulatrice piégée par son mari milliardaire. Madison Carter, la croqueuse d'héritage qui n'a rien reçu. L'or dans les yeux, la honte dans les poches. Les talk-shows se régalaient. Des experts en droit et en éthique débattaient de la leçon de justice poétique que William Bradford, visionnaire philanthrope, avait donnée au monde. Des chroniqueurs, sans la connaître, la traitaient de gold digger punie, de prédateur au visage d'ange. Sur les réseaux sociaux, les moqueries fusaient. Des mèmes circulaient. Son visage, maquillé le jour du mariage, devenait celui d'un avertissement, voilà ce qui arrive quand on pense que l'argent fait tout. Les anciens amis mondains de Madison l'effacèrent de leur liste. Elle fut désinvitée des galas, ignorée dans les clubs. Les regards dans la rue passaient du mépris à la pitié, parfois aux insultes à voix basse. Elle voulut fuir. Quitter New York. Recommencer ailleurs. Mais partout où elle allait, son nom la précédait. Elle était devenue célèbre pour la pire raison. Pendant plusieurs semaines, Madison vécut recluse dans un petit appartement loué à la va-vite à Brooklyn. Elle ne sortait que pour l'essentiel. Le miroir était devenu un ennemi. Son téléphone, une torture. Les journaux, un châtiment. Et pourtant, au fond de ce gouffre, quelque chose résistait. Une graine, minuscule mais vivante. Ce n'était pas de l'orgueil. Ce n'était plus du cynisme. C'était une étrange forme de respect, mêlée à une rage brûlante. Pas contre William. Mais contre elle-même. Contre ce qu'elle était devenue. Ou plutôt, ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, une fille de Milwaukee qui croyait que seule la fuite en avant lui permettrait d'exister. Alors un matin, sans maquillage, sans robe de créateur, elle retourna à la fondation.
La première réunion du conseil fut tendue. Les directeurs, tous expérimentés, la voyaient comme un poids symbolique, une erreur d'image. Mais elle s'assit à la tête de table, droite, les yeux sombres, et dit : « Je sais ce que vous pensez. Et vous avez raison. Je ne mérite pas cette place. Mais William a laissé ça entre mes mains. Pas pour rien. Alors laissez-moi apprendre. Laissez-moi essayer. » Et ils la laissèrent faire. Au début, elle était maladroite. Elle ne comprenait rien au rouage des ONG. Les sigles l'ennuyaient. Les rapports la submergeaient. Elle fit des erreurs. Elle bouscula des partenaires. Mais elle apprit. Elle visita les centres d'accueil pour femmes battues. Rencontra des mères avec des bleus au visage, des enfants au regard vide. Elle passa des nuits dans des refuges pour sans-abri, distribuant de la soupe, dormant sur des matelas trop fins. Elle prit un avion pour le Texas pour rencontrer d'anciens soldats amputés, que la guerre avait brisés, et que la société avait oubliés. Elle s'assit, souvent en silence, à côté d'eux. Écouta. Tendit l'oreille comme on tend la main. Et là, quelque chose changea. Pour la première fois, les récits qu'on lui racontait étaient plus durs, plus sombres, plus puissants que le sien. Et pourtant, ces gens ne demandaient pas de pitié. Juste qu'on les voie. Qu'on les respecte. Qu'on les traite comme des êtres humains. C'est dans ces moments-là que Madison commença à comprendre ce que William voulait dire. « Tu veux mon nom ? Alors apprends ce qu'il représente. » Elle comprenait, enfin. Un an plus tard, Madison fut invitée à donner une conférence à l'Université de Columbia, dans un amphithéâtre plein à craquer. Elle avait refusé toutes les interviews jusqu'ici. C'était sa première prise de parole publique depuis sa chute. Elle monta sur scène, sans artifice. Pas de robe de gala. Un tailleur sobre. Ses cheveux naturels. Son regard fixe. Le silence dans la salle était total. Et elle dit, d'une voix calme mais vibrante : « J'ai voulu prendre. On m'a forcé à donner. Et dans ce choix qu'on m'a imposé, j'ai découvert la seule richesse qui ne s'achète pas, la dignité. Quand on m'a tout enlevé, on m'a laissé ce que je refusais de regarder, les autres. Et c'est en les servant que j'ai commencé à me relever. Aujourd'hui, je ne cherche plus à posséder. Je cherche à transmettre. Et je dédie cette nouvelle vie à celui qui m'a tendu un miroir sans me juger, William. » À la fin du discours, une standing ovation. Pas par admiration superficielle. Mais parce que quelque chose de vrai venait d'être dit. Quelque chose qui transcendait l'argent, le scandale, l'image. Madison Carter n'était plus une fille qui avait tenté de piéger un vieil homme. Elle était devenue une femme debout, porteuse d'une œuvre, témoin de sa propre renaissance. Et quelque part dans le monde, peut-être dans un petit village d'Amérique du Sud ou sur une plage d'Italie, William Bradford, silencieux, discret, avait lu son discours retranscrit dans un journal. Et avait souri. Le temps avait filé avec une douceur inattendue. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où William Bradford avait disparu, laissant derrière lui une femme brisée mais en devenir. Dans son bureau de la Madison Carter Human Dignity Foundation, au cœur de Manhattan, Madison était désormais une figure respectée. Son visage portait la marque de ses années d'épreuve et de transformation, un mélange de force, de sérénité et de sagesse. Les rideaux laissaient filtrer la lumière dorée d'un après-midi d'automne, caressant les piles de dossiers, les photos des projets en cours, les lettres de remerciements venues des 4 coins du monde. Un jour, alors qu'elle terminait la lecture d'un rapport sur un programme d'aide aux enfants réfugiés, un courrier fut déposé devant la porte de son bureau. Une enveloppe simple, sans cachet officiel, presque anonyme. Madison l'ouvrit sans attendre, intriguée. À l'intérieur, une carte postale. Une écriture cursive, ferme, élégante, à l'encre bleue. « Tu es enfin devenue la femme que j'avais devinée en toi. W.B. » Cette phrase, si courte, déclencha en elle une cascade d'émotions. Un souffle d'air frais, une caresse de réconfort, et aussi la douce douleur d'un souvenir. William vivait toujours. Mais plus dans les feux de la rampe, ni dans les dossiers, ni dans les riches villas. Il s'était retiré dans un petit village côtier du Maine, un endroit discret,
balayée par le vent salé et bercée par le bruit des vagues. Loin de l'argent, loin du pouvoir. Mais riche d'une paix intérieure que peu atteignent. Madison n'éprouva aucun désir de le revoir. Ce qu'elle cherchait, ce n'était plus une présence, ni une validation. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Elle avait perdu un mari. Mais, surtout, elle s'était trouvée elle-même. Elle avait traversé le feu, appris la résilience, forgé sa dignité dans l'adversité. Elle avait transformé la défaite en une cause, la colère en action, la honte en une force nouvelle. Dans ce courrier, elle ne vit pas seulement un homme qui la félicitait, mais un mentor qui lui remettait une clé. Un dernier cadeau. Le bureau de la fondation était devenu son refuge et son terrain de combat. Elle continuait de parcourir le pays, d'écouter, d'agir, de défendre ceux que personne ne voulait voir. Ce petit mot de William lui confirma qu'elle n'était plus seule, même si elle était désormais la seule maîtresse de son destin. Elle sourit doucement. Puis, levant les yeux vers la fenêtre, elle regarda l'horizon. Il y avait encore tant à faire. Mais, cette fois, elle le ferait pour elle.